Bonjour. Dans cette présentation, nous parlerons du droit international humanitaire, un des domaines particulièrement importants pour lutter contre la commission de crimes graves qui violent les droits humains de certaines personnes, notamment en temps de guerre ou, la terminologie utilisée plus souvent aujourd'hui, en temps de conflit armé. Traditionnellement, pour régler les conflits armés, on était confronté pendant longtemps à une situation où les États avaient un droit à la guerre. Nous avons déjà parlé du jus ad bellum. Et dans ces situations, certains pays, par exemple la Suisse, pouvaient se déclarer neutres et il s'appliquait donc un droit de la neutralité quant à leurs droits et obligations en temps de conflit armé international ou guerre entre deux États. Au XIXe siècle, nous avons déjà vu qu'on a commencé à développer un droit dans la guerre, un jus in bello, un droit qui voulait limiter les effets négatifs, notamment les souffrances des êtres humains pendant ces périodes. Et il en a résulté aujourd'hui ce qu'on appelle normalement le droit international humanitaire, un droit qui s'applique donc en temps de conflits armés. Ces conflits armés peuvent être internationaux, entre plusieurs États, ou non internationaux, parfois aussi appelés internes, ou droit de guerre civile dans la langue quotidienne. Mais ce droit s'applique tout de même, selon les règles dans les différents traités, et nous allons voir qu'il y a aussi du droit coutumier aujourd'hui dans ce domaine. Il faut aussi voir que certains aspects de ce droit international humanitaire s'appliquent aussi en dehors d'un conflit armé. Par exemple, les crimes contre l'humanité ou le génocide peuvent être commis sans qu'il y ait un vrai conflit armé. Il y a actuellement un débat concernant la situation des Ouïghours en Chine, où il n'y a pas un conflit armé, même pas interne, et tout de même certains États parlent d'un génocide dans cette région. En parallèle, on a commencé, bien sûr, en même temps, vers la fin du XIXe siècle, à développer le règlement pacifique des différends. Et quant aux violations du droit international humanitaire, on a réfléchi à introduire un type de règlement différent additionnel qui devrait compléter la question de la responsabilité internationale d'un État par un volet de responsabilité individuelle. Donc non seulement l'État devient responsable d'une violation du droit international humanitaire, mais aussi l'individu qui a, par exemple, commis un crime de guerre ou qui a commandé, ordonné un crime de guerre. Et pour cela, on utilise le droit pénal au niveau national. Donc on ajoute à la responsabilité internationale des États pour violation du droit international humanitaire un deuxième champ dans lequel on va définir la responsabilité individuelle pour certaines personnes, pour certains crimes, et on va devoir créer soit des compétences nationales pour punir ces personnes, soit des tribunaux pénaux internationaux. C'est notamment au XXe siècle qu'on réussit, au moins sur le plan théorique et juridique, d'interdire le recours à la force. Et donc, certains parlent d'un droit contre la guerre, jus contra bellum, avec la sécurité collective, le rôle des Nations Unies, un rôle en principe limité pour la légitime défense, avec toutes des négociations de désarmement. Et, pour ce chapitre plus important, l'adaptation du droit des conflits armés, notamment aux nouvelles techniques, aux nouvelles armes, en appliquant des règles sur les
conflits interétatiques aussi à des conflits internes, quelque chose qui auparavant était considéré comme des affaires internes, où il n'y avait pas de place pour le droit international. Ce domaine est ouvert, les États acceptent qu'il y ait des normes de droit international humanitaire qui deviennent applicables aussi en cas d'un conflit interne. Et il en résulte donc un nouveau domaine du droit international, qu'on appelle normalement le droit international pénal, dont nous parlerons dans un moment, mais qui est étroitement lié au droit international humanitaire, au DIH. Et il ne faut pas oublier qu'on doit toujours se demander si en principe, il y a aussi une applicabilité des droits humains. Et souvent l'objectif est le même, sauf qu'ici on a un arsenal de mesures, de règles et de forts qui devraient de nouveau compléter les mesures prises à niveau international et national pour protéger les droits humains. On peut donc dire qu'aujourd'hui, le droit international humanitaire, le DIH, est une branche spéciale du droit international qui a pour vocation de limiter l'utilisation de la force et de la violence dans les conflits armés en, premièrement, protégeant ceux qui ne participent pas ou plus aux hostilités et même pour ceux qui participent aux hostilités, les combattants, de limiter la conduite des hostilités en interdisant, par exemple, des armes qui créent des souffrances qui ne sont pas nécessaires ou excessives. Historiquement, on parlait souvent du droit de Genève ou du droit de la Haye, ce qui est dû un peu aux négociations et aux différents traités qui, au fur et à mesure, ont été conclus. On peut dire que, au moins au début, à Genève, avec la présence du CICR et avec un intérêt de la Suisse de devenir un ambassadeur et un porte-parole pour le CICR et le droit international humanitaire, à Genève, il y avait donc dans un premier temps surtout négociation de traités concernant la protection des victimes et des personnes ne pas participant aux hostilités, tandis qu'à La Haye, à partir de 1999 déjà, on avait plutôt tendance à parler de la guerre et de la gestion des hostilités en tant que telle. Et donc c'était plutôt le droit applicable aux armes qui pouvaient être utilisées, etc. Mais aujourd'hui, on peut dire que cette distinction n'est plus très logique et on parle donc essentiellement d'un corps de droit international humanitaire. Dans cette évolution historique pour la Suisse, il faut tout de même mentionner que la participation de Henri Dunant et son engagement personnel avec d'autres pour la création du CICR en 1863 offre au Conseil fédéral la possibilité, une fois que Genève est devenue un canton suisse, de s'engager dans ce domaine. Et effectivement, à l'époque 19e siècle et début du 20e siècle, les guerres entre nos voisins étaient particulièrement importantes et donc la neutralité suisse pouvait aussi être utilisée pour jouer peut-être un rôle un peu plus actif dans la promotion du droit international humanitaire. On peut mentionner la première convention de Genève, déjà en 1864, un peu une première coopération entre le CICR et le Conseil fédéral, qui a invité les États, mais sur l'initiative du CICR. Et par la suite, on peut mentionner l'adoption par certains États des premiers codes nationaux, des lois internes, pour mettre en œuvre ces idées de limiter les effets de la guerre. Par exemple, le code Liber aux États-Unis, qui est utilisé pendant la guerre civile aux États-Unis,
Francis Lieber est un Allemand qui a rédigé ce premier code, et donc un juriste qui encore aujourd'hui est connu pour cette première étape de la codification des crimes de guerre. Un troisième personnage qu'on peut mentionner, c'est Friedrich Frommhold Martens. Dans les années 60, il a travaillé à Tartu, ce qui aujourd'hui est l'Estonie, et qui à l'époque faisait partie de l'Empire russe. Et donc le tsar russe, lors des négociations à La Haye, mais aussi lors de conférences auxquelles la Russie a invité à l'époque, ont souvent utilisé les idées et la théorie développée par Martens, par exemple dans la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868. D'autres étapes importantes sont les conventions de La Haye, que nous avons vues à plusieurs reprises, qui, pendant ces conférences, on négocie à la fois des conventions concernant le règlement pacifique des différends, et en même temps on commence à parler d'un règlement concernant les lois et coutumes de la guerre. Et il y en a plusieurs, un pour la guerre sur terre et un pour la guerre en mer, de 1907, qui encore aujourd'hui sont applicables parce qu'on les a intégrés dans des conventions plus récentes. Par exemple, la Convention 4 de Genève de 1949, dont nous parlerons un instant. Et ici, juste un exemple, dans l'article 22, déjà en 1907, on dit que les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi. Donc on reconnaît à l'époque encore le droit de nuire à l'ennemi, de s'engager dans une guerre. Encore aujourd'hui, dans le cadre de la légitime défense par exemple, oui, on peut essayer de nuire à l'ennemi, mais il y a des limitations. Par la suite, on peut dire qu'avec le développement de nouvelles technologies et de nouveaux problèmes, le droit international humanitaire se développe peu à peu, surtout chaque fois après un grand conflit. Par exemple, après la Première Guerre mondiale, en 1925, on adopte un protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Et à ce moment-là, on commence à parler, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, aussi des armes ABC, A pour atomique ou nucléaire, ça c'est plutôt un développement et une discussion après la Deuxième Guerre mondiale, et puis les armes bactériologiques, le B, et les armes chimiques, le C, dans cette abréviation. L'image que vous voyez ici est une image de la Première Guerre mondiale où on voit que certains gaz qu'on a utilisés ont par exemple rendu les soldats aveugles, et il y avait non seulement des souffrances incroyables, mais aussi des coûts incroyables pour les personnes qui rentraient de la guerre en tant que handicapés, normalement des jeunes hommes qui pendant des décennies allaient rester handicapés et ne pouvaient ainsi pas contribuer, par exemple, à la reconstruction des sociétés qui étaient nécessaires après la Première ou la Deuxième Guerre mondiale ou après chaque conflit armé. Après la Deuxième Guerre mondiale, on peut surtout mentionner, avec une importance jusqu'à nos jours, les 4 conventions de Genève, donc des traités qui s'appliquent dans ce domaine. Vous trouvez au moins des extraits de ces traités dans le recueil. C'est relativement détaillé, il y a plus de 400 articles, même si on doit dire qu'il y a une certaine répétition dans certains de ces traités. Et en 1977, on a adopté 2 protocoles additionnels pour mettre à jour ce droit, notamment un premier sur les conflits armés internationaux et non internationaux. Donc, ici, suite à des guerres d'indépendance et à des guerres civiles pendant les années 60 et 70, on essaye donc d'élargir le champ d'application.
et de rendre ce droit de la guerre, ce qu'on a appelé anciennement droit de la Haye, droit de Genève, une matière unifiée, avec le problème que, bien sûr, comme toujours, beaucoup d'États n'ont pas ratifié certains de ces conventions. Et il y a donc en parallèle la question dans quelle mesure se serait développé du droit coutumier dans ce domaine. Et là, c'est notamment le travail du CICR de montrer que certaines normes de ces traités lient aussi les États qui ne les ont pas ratifiés, parce que ces normes sont aujourd'hui considérées comme ayant une nature coutumière. Vous vous souvenez, parce qu'il y a une pratique dans ce sens des États et une conviction qu'il s'agit du droit qui lie les États. La théorie des deux éléments concernant le droit coutumier. À partir des années 80, avec la fin de la guerre froide, on essaye encore une fois de mettre à jour ce droit, et il y a notamment dans les années 90, pour la première fois, des décisions au Conseil de sécurité de créer des tribunaux pénaux ad hoc, des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour la Yougoslavie et le Rwanda, qui aujourd'hui ne sont plus actifs, parce que ça fait tout de même pratiquement 25 ans que ces conflits ont eu lieu. Mais il y a en parallèle, un peu plus tard, des négociations qui mènent à la création de la Cour pénale internationale, dont nous parlerons dans un instant, qui, elle, n'est pas créée sur la base d'une résolution du Conseil de sécurité, parce qu'il n'y a pas l'unanimité, il n'y a pas suffisamment de soutien par certains membres permanents du Conseil de sécurité, et donc on utilise une conférence avec l'adoption d'un traité qui a été signé par un certain nombre d'États, mais beaucoup sont absents. On en parlera dans un instant. Quels sont les principes fondamentaux du droit international humanitaire? Et ici, on ne peut que survoler un peu ces idées. L'idée fondamentale est assez bien exprimée toujours dans ce qu'on appelle la clause Martens. Donc, une formule rédigée par le juriste Martens, dont j'avais parlé tout à l'heure, qui disait « En attendant qu'un code plus complet des lois et de la guerre puisse être édicté, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elle, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. » Donc vous voyez ici, on parle en principe du droit coutumier, parce qu'on parle des usages établis entre nations civilisées, et qui devrait s'inspirer des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique, donc plutôt un rappel de certaines valeurs humanitaires qui devraient s'appliquer dans ce domaine. Alors, les grands principes fondamentaux que vous trouvez par exemple aussi sur le site du CICR ou dans des manuels spécialisés, c'est premièrement ce principe d'humanité dont nous venons de parler, ce qui se traduit en principe dans des principes plus techniques. Premièrement, le principe de distinction entre civils et combattants. Donc, entre personnes qui participent au conflit armé, qui sont armés normalement et qui luttent contre d'autres combattants et qui à ce moment-là sont régis par un statut particulier, celui de combattant, et tous les autres, en particulier les civils, qui sont protégés, qu'on doit essayer de protéger aussi contre des effets secondaires des combats. Mais ce sont aussi les personnes, les blessés qui ne participent plus en tant que combattants à un conflit, ou aussi les prisonniers de guerre qui aussi ont leur statut particulier parce qu'ils ne participent plus au conflit armé. Un troisième
élément technique, c'est le principe de nécessité. Donc, si on doit violer les droits humains, par exemple des combattants, en les tuant, par exemple, ou en les blessant, ou en les mettant hors combat, ces mesures doivent être nécessaires pour atteindre ce but. Ces mesures doivent notamment être proportionnelles, notamment quand on pense par exemple aux effets secondaires. Aujourd'hui, cette question se pose par exemple quand on lutte contre des personnes qu'on considère des combattants. Qu'est-ce qu'on fait s'ils se trouvent près de civils? Est-ce que le fait que lors de l'élimination ou de la lutte contre ces combattants, il y a aussi des victimes qui sont des civils? Dans quelle mesure est-ce que c'est acceptable? Et là, on fait référence normalement à ce principe de proportionnalité. Et de manière générale, comme un élément qu'on peut décrire comme dérivant de la nécessité et de la proportionnalité, c'est l'interdiction de causer des maux superflus et des souffrances inutiles. Superflus et inutiles, à ce moment-là, ces effets des hostilités ne sont pas nécessaires parce que les mots sont superflus et inutiles. Donc il faut limiter les méthodes de combat à ce qui est nécessaire et donc on ne doit pas causer des maux superflus et des souffrances inutiles. Pour les sources, on a déjà vu, il s'agit donc en partie aujourd'hui de droit conventionnel. On applique la Convention de Vienne sur le droit des traités. C'est notamment les conventions de Genève que nous avons vues et certaines autres conventions spécialisées, avec tous les problèmes que cela pose. Les États peuvent avoir formulé des réserves, beaucoup d'États n'ont pas ratifié ces traités. Et donc, j'ai déjà dit, il y a ce deuxième volet qui devient important, le droit coutumier dans ce domaine, qui a tous les problèmes que nous avons déjà vus. C'est difficile à établir. Il faut donc démontrer qu'il y a une pratique des États. Par exemple, on utilise les manuels de guerre que certaines armées ont, où ils disent ce que ces États considèrent comme étant interdits par le droit international coutumier. On peut s'inspirer de la législation nationale qui punit certains comportements, mais aussi bien sûr de rapports parlementaires et de la jurisprudence nationale, etc. Un acteur qui joue un rôle particulièrement important dans ce domaine, c'est le CICR, qui a établi une base de données pour démontrer quelles règles de droit international humanitaire seraient aujourd'hui, selon le CICR, de nature coutumière, donc qui s'appliqueraient aussi aux États sans qu'ils aient forcément ratifié toutes les conventions applicables. C'est vu par le CICR comme un moyen de combler certaines lacunes. Vous pouvez trouver une base de données sur le droit international humanitaire coutumier tel que développé par le CICR en ligne. Et vous voyez ici l'adresse et la page. Ce qu'il faut ici dire, c'est que certains États, par exemple les États-Unis, se sont tout de même exprimés de manière plutôt restrictive, en disant que probablement le CICR va un peu loin, que certaines des pratiques que le CICR considère aujourd'hui comme étant interdites par le droit international coutumier ne le seraient pas selon eux. Et là, vous voyez donc ce débat qui existe entre différents acteurs, voire sujets de droit international, quant à la portée du droit international humanitaire. Et dans ce domaine, ce débat est particulièrement important. C'est tout pour cette présentation. Merci et à bientôt.